Salut à tous, je sais pas comment vous faites ça, mais en tout cas c'est fou le soutien que vous m'apportez, vraiment encore merci. Bref, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer quelques petites news que j'ai trouvées ça et là pendant la semaine. Et la grosse info de cette semaine, c'est évidemment les nouveautés Harley, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que le repère des motards, encore lui, a encore fait un coup d'enfer. Vous vous souvenez peut-être qu'ils ont déjà essayé la Svartpilen 125, et déjà ça en soi, respect, parce que sortir des infos sur des motos avant les autres, c'est déjà bon, mais essayer une bécane dont la plupart ignorait même jusqu'à l'existence, là ça touche au sublime. Et dans le même genre, figurez-vous que le repère a profité de son voyage en Autriche pour rouler une journée avec la Norden 901. Et pas le joli prototype qu'on a vu sur les salons, hein. Non, non, avec la version de test du Future Trail signée Husqvarna. Bon, alors évidemment, interdiction de prendre des photos, donc on n'en sait pas plus sur le design final, mais je vous encourage quand même grandement à vous rendre sur le site pour lire l'article qui devrait absolument rendre fou ceux qui cherchent, alors je cite, une alternative sensiblement plus douce, luxueuse et en même temps adaptée à la conduite dans le monde réel que la sportive 890 Adventure R. En clair, ça veut dire qu'avec ses jantes de 18 et 21 pouces, sa suspension à fort débattement et son bicylindre de 889 cm3 signé KTM, ce serait une 890 Adventure, le look ready to race en moins. Ça, tu vois ce que je veux dire, dans la Pampa ça passe, mais classe. On continue avec un petit rappel qui va bien, hein. Encore un, me direz-vous, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, c'était déjà les FJR 1300 que Yamaha rappelait, et cette fois, ça concerne les NMAX, les MT-03 et du coup les R3. Rien de grave, hein. Rassurez-vous si vous êtes propriétaire d'une de ces machines, manifestement, le problème serait juste que le numéro de série qui apparaît sur la petite plaque de production, vous savez, c'est le petit autocollant là qui est collé près de la fourche, il ne correspondrait pas forcément avec le numéro de série du châssis. Alors c'est tout bête, mais ça doit évidemment correspondre, hein. Et donc vous êtes invité à contacter votre concessionnaire pour faire changer votre châssis. Je rigole. Allez, comment vous allez me connaître quand même, hein. Attends, c'est juste la petite plaque autocollante qu'il faut changer. Enfin, ça m'empêchera pas de vous mettre la liste des numéros de série concernés dans la description de la vidéo, là, juste en dessous. Et puis on continue tout de suite avec une rumeur qui n'en finit pas d'enfler définitivement, bien aidé en cela d'ailleurs par les images de présentation de la moto du futur selon Kawasaki, qui serait donc un 3 roues selon le constructeur japonais. Pourquoi je vous dis que ça enfle? Eh bien tout simplement parce que déjà fin 2019, Ride Apart publiait des brevets qui ne laissaient aucun doute sur le travail de Kawa concernant un 3 roues inclinable. Plus proche d'ailleurs à l'époque d'un Can-Am que d'un Niken. C'est-à-dire avec un train avant sans fourche à proprement parler, quoi. Quelques mois plus tard, c'est Autoblog qui dévoile des plans d'un 3 roues inclinable signé Kawasaki, mais cette fois, ce serait un concurrent du Slingshot plutôt. Et chose amusante d'ailleurs, vous remarquerez que les roues avant ne pencheraient pas, mais c'est la roue arrière et tout le poste de conduite qui s'inclinerait dans le virage. Avouez que c'est assez cocasse. Et puis voilà que Motomag, par l'intermédiaire de mon petit filou préféré, nous sort une troisième série de brevets qui là montre une moto avec un système qui semble être à mi-chemin de tous ces systèmes, c'est-à-dire avec une fourche qui plonge vers un système assez simple en apparence d'inclinaison donc des roues avant. Bon, avouez que là ça commence à faire quand même beaucoup de dépôts de brevets. Kawasaki finirait par nous présenter un 3 roues à la fin de l'année à l'ECMA, franchement ça surprendrait plus personne. En revanche, vous seriez peut-être surpris de voir à quel point une autre rumeur enfle, c'est celle qui affirme qu'Harley-Davidson aurait mis un brutal coup d'arrêt à son programme de véhicules électriques. Eh ben, je vous le dis clairement, c'est pas parce que les concepts de motos et scooters électriques ont soudainement disparu du site de Harley-Davidson que les projets sont abandonnés, loin s'en faut. En revanche, que l'américain ait choisi de concentrer toutes ses forces sur ce qui se vend, ça, c'est peut-être pas faux. Il faut dire que cette année, par exemple, fin février pour être précis, la marque va quand même présenter la version définitive de son trail, la Pan America. Et puis, elle vient de présenter toutes les évolutions de ses modèles emblématiques, thermiques. Et je vais évidemment vous faire un petit portrait de tout ça. Alors je vais quand même passer très vite sur les modèles, et notamment sur les CVO et leur énorme V-Twin 117 de 1923 cm3. Je ne suis pas trompé cette fois. En gros, il hérite d'un système audio plus puissant, et puis d'assistance au freinage, et puis d'un contrôle de traction qui maintenant fonctionne en courbe. Il y a aussi l'aide au démarrage en côte qui passe en série. Et là, j'ai envie de vous dire que bon, sur des motos qui se vendent entre 40 et 54 000 € environ, c'est pas du luxe que ça soit en série. Du côté des bagarres, toutes pourvues du 114 de 1868 cm3. Alors on note en fait la nouvelle disposition de la protection moteur qui a été abaissée et puis avancée pour laisser donc un petit peu plus de place aux pieds et notamment pour les grands aux jambes, quoi. Ensuite, on notera que les Street et les Road Glide héritent d'une nouvelle console centrale qui a peut-être été un petit peu affinée, alors que les Road King, comme la Street, voient leur halogène remplacé par un optique Daymaker
à LED. Moi j'adore le nom, Daymaker, c'est assez rigolo quoi, le truc qui fait du jour quoi. Et là encore une fois il était temps en même temps, parce que bon, les tarifs vont quand même en gros de 26 700 à 29 600 euros. Hein. Donc bon, les modèles qui changent un petit peu plus, c'est le Fat Boy et la Street Bob. Et encore que pour le Fat Boy, bon c'est surtout une histoire de style, hein, parce qu'en fait il conserve son V-twin 114 avec ses 161 Nm de couple, son poids de 317 kg et ses célèbres jantes bien sûr pleine. En revanche, le chrome bien brillant fait son retour, et c'est pas rien sur cette moto, puisqu'il prend place sur la ligne d'échappement, bien sûr, mais aussi donc sur la console, sur les supports de garde-boue arrière, et bien sûr sur son énorme fourche, qui intègre son énorme phare rond, un petit peu carré quand même. Côté tarif, en fonction de la finition, ça va de 24 200 euros à 25 000 euros, en gros, hein, j'arrondis. Et j'en arrive donc à celle qui évolue le plus, et pour cause, puisque la Street Bob, malgré son tarif qu'on pourrait presque qualifier de canon pour Harley Davidson, c'est-à-dire 15 690 euros, elle gagne en cylindrée puisqu'elle se voit aussi greffer le 114 des baggers et du Fat Bob. Et on pourra donc dorénavant compter sur ses 161 Nm de couple à 3000 tours minute pour tracter ses 299 kg. Résultat, Harley annonce un temps en baisse de 9% pour passer de 0 à 100 km/h et un 100 à 130, 13% plus rapide. Ah, ça fait plaisir, hein, à avouer, hein, ça sent la sportive quand même. Allez, sur ce les amis, encore merci d'être là et aloha. C'est vrai que c'est pas très parlant là comme ça, quand t'as pas les temps de départ, les pourcentages c'est nul quoi. Hein, ah, va mieux marcher qu'avant quoi.